Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le grand débat tant attendu s'est tenu. Vos réactions dans un instant. Où en est la commission de l'équipement, du plan et de l'environnement sur ces dossiers? Le point en plateau avec son président, Frédéric Baudry. L'ANO célèbre ses 175 ans. Le premier séminaire du Pacifique occidental a été fondé par l'évêque Pierre Bataillon. Récit à suivre. Plus calme, plus posé qu'il y a 5 ans, le débat d'entre-deux tours a eu des allures de match retour entre les deux finalistes à la présidentielle. C'était en direct sur votre antenne de Wallis et Futuna la première. Alors, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, ce débat entre les candidats à la présidentielle a-t-il confirmé votre choix ou alors est-ce qu'il vous a tout simplement permis d'en faire un? Lafaela Liouffaou et Léoné Vaitanoa vous ont posé la question. Je vais voter pour Le Pen. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vais renvoyer, pour faire court, la population à revoir les débats qu'a eu le président de Le Pen, Jordan Bordella, qui avait tenu des débats avec, entre autres avec le ministre de la Santé qui était Olivier Véran, ainsi que l'économiste de Macron, bien sûr le porte-parole du gouvernement. C'est très très intéressant parce qu'en fait, on voit que la politique de Le Pen a évolué, mais pour la dénigrer, ils aiment lui coller l'image de la politique de son père. Alors que, à l'heure actuelle, la politique de Le Pen a énormément évolué. C'est sûr que ce n'était pas ma première candidate. Moi, c'était pour Mélenchon, mais maintenant qu'on a entre deux, franchement, je préfère Le Pen. Effectivement, je sais pour qui je vais voter. Pour Macron. Parce que je connais son programme. J'ai suivi pendant 5 ans quand même ce qu'il a fait pour ce territoire d'abord, parce que on vit ici. J'ai des enfants qui sont en France, qui ont fait des études en France, et j'estime que grâce à ce gouvernement, ils ont réussi. Je ne sais toujours pas pour qui je vais voter, mais j'irai voter, c'est sûr. C'est important pour vous de voter? Il est important que nous votions. Nous sommes des citoyens français. Avez-vous eu l'occasion de suivre un peu la campagne des deux candidats? Je vous avoue que je n'ai suivi que très rarement, enfin quand j'ai vraiment le temps. Je pense que je ne me déciderai que dimanche, oui, sans doute après la messe. Pour le premier tour, comme pour le second, certains ont fait le choix de bouder les urnes, d'autres auraient aimé passer dans l'isoloir, mais ils ont été radiés des listes électorales après le dossier de Lani Maïna Ouattao hier sur les listes dans notre territoire. On se penche ce soir sur le cas de la Polynésie française. Sylvain Lebellec est installé depuis 7 ans à Tahiti, dont 6 à Mahina. Ce charpentier avait déjà voté en 2017 et comptait bien à nouveau accomplir son devoir de citoyen en 2022. Sauf que, surprise, lors du premier tour de la présidentielle, il n'apparaissait plus sur les listes. Surpris d'abord, très déçu ensuite, parce que pour moi le premier tour c'était le plus important. Et puis de l'incompréhension et j'avoue un peu de colère, parce qu'il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre. Sylvain fait donc partie des 8 742 personnes radiées des listes électorales polynésiennes depuis 1 an. Si la radiation est injustifiée, les électeurs ont la possibilité de faire appel au tribunal via leur commune. J'en ai eu à traiter lors du premier tour des présidentielles, des personnes à qui on a appliqué le règlement avec un dépôt d'autorisation d'inscription auprès du procureur. Et ça se fait assez rapidement. Pas si rapide pour Sylvain, qu'on avait envoyé à Faa'a le jour du vote, son ancienne commune de résidence. Finalement, après 10 jours de démarches administratives, il est enfin soulagé. On a transmis tous les justificatifs auprès du procureur et aujourd'hui on a reçu l'ordonnance de l'inscrit sur la liste électorale de Mahina. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être un peu oublié et trahi. Bon, c'est un peu fort, oublié et trahi, mais voilà, c'est un peu surprenant. On dit non, je peux pas jouer. Voilà. Inscription en doublon, changement d'adresse, décès, le répertoire électoral unique mis en place en 2019 génère automatiquement les radiations. 7,9% des inscrits sur le territoire national, 4,3% en Polynésie.
Rien d'alarmant pour le directeur de l'ISPF, même si quelques couacs peuvent subsister. Par exemple, la personne qui était inscrite sur une liste, ce n'était pas le même prénom que sur sa carte d'identité, ou en tout cas de la façon dont elle était inscrite au répertoire des personnes. Ça peut être aussi, ça avait été un endroit où elle avait une boîte postale, et finalement ça a été rapporté à sa boîte postale alors qu'elle habite ailleurs. Chaque année, côté ISPF, on fait remonter à l'INSEE qui gère le répertoire, et ça se corrige petit à petit. Européenne, municipale, présidentielle, de scrutin en scrutin, le répertoire s'affine. Et pour toute radiation infondée, une permanence du tribunal de première instance est ouverte chaque jour d'élection. 300 malades de la grippe A identifiés en moins d'une semaine. Nous parlons santé à présent. Une épidémie sévit à Futuna depuis samedi. Près de 50 cas environ sont détectés chaque jour. Je vous rappelle les recommandations de l'hôpital. Si malheureusement vous pensez être concerné, buvez beaucoup d'eau, prenez du paracétamol, mais surtout pas d'aspirine ni d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et restez chez vous. Seules les personnes à risque doivent se présenter à l'hôpital. Nous vous souhaitons un bon rétablissement. Afin d'être en bonne santé, justement, il faut d'abord avoir une hygiène de vie saine. Tout commence par la nourriture, mais comment bien s'alimenter? Et cela en fonction du diabète ou de l'hypertension, par exemple, très répandu chez nous. Vous l'expliquez, c'est la mission d'un professionnel, diététicien, nutritionniste. En ce moment, l'un d'entre eux est en poste à Futuna. Consultation avec Malia Fatima Pagnatele et Tamole Maï Tuku. Les sardines, ce serait combien? C'est une boîte de sardines? 3 ou 4. Peut-être pas une boîte de sardines. Qu'est-ce que les patients mangent au quotidien? Quelle quantité? Ou encore dans quel contexte? Voilà en gros les interrogations que les patients doivent y répondre. Ce n'est qu'après cette enquête que le diététicien pourra leur apporter quelques recommandations. Souvent les personnes se disent il va être sévère, il va tout m'interdire, alors que c'est bien le contraire. Vraiment, on prend toutes les habitudes de la personne, ce qu'elle a l'habitude de manger, mais avec des quantités différentes. On essaie de voir quand est-ce qu'il peut manger le mieux pour lui, la répartition alimentaire, et avec quoi l'associer pour que leur maladie puisse ne pas s'aggraver. Essayer d'anticiper au maximum le fait de tomber malade, surtout le diabète. On est dans une pandémie où en 30 ans, sur Wallis et Futuna, le diabète a été multiplié par 2 et l'hypertension par 3. Au vu de cette situation alarmante qui soulève un vrai problème de santé publique, le diététicien conseille fortement aux Futuniens de varier leur alimentation. Manger des fruits et des légumes. C'est manger plus local qu'importé. Après, je sais que c'est facile à dire parce que il n'y a pas des approvisionnements en fruits et légumes constants. Les ressources financières ne sont pas les mêmes que sur Wallis. Permettent pas d'acheter des légumes comme on veut. Et c'est souvent ça qui pose problème. Et aussi le manque de variété. Moi, je vois une évolution, vraiment. En 6 mois, j'ai eu pas mal de patients, parce que j'ai repris les mêmes patients d'avant pour les suivre, là, donc 6 mois après, ce qui est très long, mais j'ai quand même, globalement, j'ai de bons résultats. Selon le diététicien nutritionniste, il faudrait suivre les patients tous les mois pour avoir des résultats pérennes. En plus des consultations, l'expert en nutrition veille aussi à ce que les menus préparés à la cantine de l'hôpital de Kalevleve soient équilibrés et adaptés aux pathologies des patients. Nous passons de l'hôpital de Futuna à son futur quai, celui de Les Havas, encore en projet. C'est l'un des dossiers sur lesquels se réunit la commission de l'équipement, du plan et de l'environnement en ce moment. Pour faire le point, justement, nous sommes avec vous, Frédéric Baudry. Vous êtes donc le président de cette commission. Alors, tout d'abord, expliquez-nous le projet de ce quai. Où est-ce qu'il en est? Bonsoir Viviane. Donc le projet du quai, officiellement, les travaux ne sont pas suspendus. Mais il faut bien reconnaître que sur le terrain, quand on regarde, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques semaines, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir une lettre de la société Eiffage qui demandait une rallonge de plus de 10 millions d'euros, donc plus d'1,2 milliard sur le budget prévu, plus encore une enveloppe éventuellement de 2,5 millions d'euros supplémentaires s'ils sont obligés d'importer les matériaux. Donc pour nous, c'est inacceptable. Déjà, on n'a pas les moyens de payer. Et en fait, on a demandé à un cabinet d'avocats de prendre contact justement avec les avocats d'Eiffage pour trouver, si possible, une solution amiable. Le souhait des élus, c'est
que le quai se fasse le plus rapidement possible. Pour que le quai se fasse rapidement, il faut que ce soit la société Eiffage qui la réalise. Si on ne parvient pas à trouver un accord, il y aura une résiliation du contrat pour faute, et ce qui induira évidemment de lancer un nouveau marché et des délais très importants. D'accord, parce que c'est un quai qui devait normalement voir le jour depuis le mois de novembre dernier, donc a priori pas avant une année, on pourrait dire. Oui, même plus d'une année. Dans le meilleur des cas, normalement, les négociations entre avocats sont prévues pour aboutir vers fin juin. Donc on aura à ce moment-là la lisibilité sur le calendrier. D'accord. Autre gros dossier sur lequel vous vous penchez en ce moment, celui de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, en quelques mots, expliquez-nous d'abord de quoi il s'agit. Donc en 2020, le territoire a bénéficié de la péréquation sur le tarif de l'électricité, mais en contrepartie, le territoire a dû mettre en place ce qu'on appelle la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est un programme vertueux pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, pour éviter qu'il y ait du CO2, donc qu'on ne participe pas au réchauffement climatique. Donc il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de développer les énergies renouvelables. Donc il y a des objectifs fixés à l'horizon 2030, c'est 50% d'énergie renouvelable, et à l'horizon 2050, c'est 100%. Donc les énergies renouvelables, actuellement, on privilégie les fermes solaires. Donc actuellement, il y a 3 fermes solaires qui sont en installation à Wallis, qui devraient être livrées en fin d'année si tout va bien. Et ce pourcentage d'énergie renouvelable représentera 14% de la production électrique du territoire. Donc ce n'est pas suffisant par rapport aux objectifs. Il y a aussi une ferme solaire qui est prévue sur le plateau de Sud-Kolia vers Mamati, qui devrait être mise en travaux en fin d'année. Et pour Futuna, il y a également 2 micro-centrales électriques qui devraient être mises en place sur des rivières, Vaille et Gatouvaille. Parce que du coup, pour parvenir à ces objectifs, les 2 leviers que vous envisagez donc d'utiliser, c'est d'une part la diminution donc de la consommation énergétique et d'autre part l'augmentation de la consommation d'énergie renouvelable. Effectivement, on a 2 leviers. Donc le premier, c'est de développer les énergies renouvelables. Le deuxième, c'est de diminuer la consommation. Donc pour cela, il y a des mesures qui ont été prises, par exemple de baisser les taxes sur les climatiseurs inverteurs pour inciter les gens à changer de climatiseur. De baisser aussi les taxes sur les produits électroménagers vertueux, donc classés au moins A. Et il y a également des projets comme remplacer toutes les ampoules de l'éclairage public par des ampoules à LED, ce qui ferait baisser de 50% la consommation de courant sur l'éclairage public. Il y a aussi d'autres opérations comme le bilan énergétique des bâtiments de l'administration pour voir comment on peut diminuer les consommations électriques sur les climatiseurs, l'éclairage, etc. D'accord. Vous avez pris l'exemple des appareils électroménagers qui seraient moins énergivores et donc moins chers pour la population. Est-ce que vous avez déjà des retours de cette politique-là ? Pour l'instant, je pense que quelqu'un qui a un climatiseur qui fonctionne, il ne va pas le changer avant qu'il soit hors d'usage, mais c'est des mesures qui vont prendre l'effet petit à petit. D'accord. Et donc, autre volet de cette politique, il y a aussi la sécurisation de la production électrique ? Exactement. Donc, bien évidemment, on développe les énergies renouvelables, mais on ne peut pas se passer encore de groupes électrogènes. Je veux dire, le solaire, c'est une énergie intermittente. Donc, les panneaux fonctionnent le jour, pas la nuit. En cas de mauvais temps, de mauvais temps pendant plusieurs jours, on a besoin des groupes électrogènes. Donc, pour sécuriser l'approvisionnement électrique du territoire, EDF est en cours de remplacement de tous les groupes électrogènes par des groupes plus récents et donc plus économes. Plus économes, d'accord. Et qu'en est-il de la mobilité des déplacements de la population ? Donc au niveau du volet mobilité, il y a des opérations qui sont prévues. Ça a pris un peu de retard parce qu'à cause du confinement, il y a des techniciens qui ne peuvent pas venir sur le territoire. Donc il avait été envisagé d'acheter plusieurs véhicules électriques pour l'administration d'abord, de mettre en place des bornes de recharge et de vérifier si ça fonctionne bien au niveau du territoire. Le problème qu'on a actuellement, c'est que les concessionnaires ne veulent pas envoyer de véhicules électriques tant qu'il n'y a pas le service après-vente opérationnel sur le territoire. Donc il faudra envoyer d'abord des mécaniciens se former en Calédonie pour avoir l'habilitation électrique. D'accord. Donc là, vous parlez de mécaniciens formés.
Il y a aussi, je présume, un volet formation. Exactement. Dans la PPE, il y a un volet formation. Donc, le GRETA et le CITAS ont été approchés pour mettre en place des formations dans le domaine des énergies renouvelables, justement, qui seront proposées à partir de 2023 pour les jeunes. D'accord. Et tous ces dispositifs dont vous venez de nous parler, ce seront les mêmes à Wallis ainsi qu'à Futuna ? Oui, par exemple, je pense que les véhicules électriques, il y a une opération d'essai qui se fait à Wallis, mais si tout fonctionne, évidemment, l'île Sœur bénéficiera des mêmes programmes. Pour les fermes photovoltaïques également ? Oui, la ferme photovoltaïque. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une ferme photovoltaïque qui est prévue d'être posée au-dessus de Colia, au niveau de Mamati, ça devrait se faire en fin d'année. D'accord, très bien. Merci beaucoup Frédéric Baudry pour toutes ces explications. Les cloches de l'église paroissiale de Moua vont retentir en l'honneur de l'anniversaire de l'anneau samedi, 175 ans. Une cérémonie spéciale se déroulera durant la messe. Vous observez les préparatifs et la répétition de ce qui sera l'un des temps forts de la cérémonie religieuse, le geste de pardon que les jeunes du diocèse présenteront avec un plan de cava. Ce soir, ils répétaient sous le regard du comité 175 bataillons. Les festivités du jubilé de l'anneau commencent donc à Moua. Pourquoi ? Parce que c'est la paroisse dont était originaire l'évêque Bataillon. Il a fait de l'anneau le premier séminaire du Pacifique occidental. Tout a commencé un 1er novembre 1837, historique. 185 ans après l'arrivée des premiers missionnaires, leurs empreintes sont toujours ancrées dans les diocèses. 1er novembre 1837, Monseigneur Pompallier et ses compagnons débarquèrent ici, au lieu-dit Calvario, à Colpopo, au sud d'Ouvéa. Une mission pour répondre à l'appel du pape Grégoire XVI à l'époque pour évangéliser l'Océanie occidentale. Après Tahiti et Tonga, ils arrivèrent à bord de la goélette Rayatea. Ce jubilé sous le patronage de Monseigneur Bataillon est l'occasion de connaître son rôle dans l'histoire. Il a débarqué à Colpopo et il a toujours voulu que Moua soit son église particulière. Il est décédé à l'anneau et il a fait transférer donc pour l'ensevelir ici à Moua. La première messe est donc à l'îlot, entre eux simplement, donc Bataillon et Pierre Chanel. Sur quel îlot ? À Nouquater, en face de Fonouafou, de l'autre côté, là où il y a les rochers, et Haoufa de ce côté-ci au nord. Une première messe dite en latin le 3 décembre 1837 à Nouquatea par Monseigneur Bataillon. Petit à petit, la religion catholique gagne du terrain à Moua. C'est d'ailleurs à Malaifo où a été érigée l'église mère de l'Océanie centrale et comme saint patron, Saint Joseph. Les textes des témoignages des premiers missionnaires témoignent qu'il a trouvé des valeurs, la famille, l'entraide, la solidarité, la fête, le Katoanga. Ils ont vu tout cela avant de venir ici prêcher l'Évangile. Père Pierre Bataillon fut consacré évêque à 33 ans en 1843. Il a alors en charge l'immense vicariat de l'Océanie centrale. Dès sa nomination, il prit le nom d'Enos pour rappeler sa ville d'origine. C'est sur cette page d'histoire que nous refermons votre édition de ce jeudi 21 avril, marquée par le débat de l'entre-deux-tours. A-t-il finalement convaincu les indécis ? Sur le territoire, visiblement, cela n'a pas été très suivi et les électeurs déjà fixés sur leur choix ont été renforcés sur leur décision. Les indécis, eux, attendent dimanche prochain, second tour pour décider pour qui, Emmanuel Macron ou alors Marine Le Pen, ils voteront. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo avec Samou et votre Tala Logo avec Malia Siouli. Merci de votre attention. À demain. Très belle soirée sur Wallis et Futuna, la première.